Il est 20 h, bienvenue, voici les titres de l'actualité de ce vendredi. Le plan alerte enlèvement a été aujourd'hui déclenché afin de retrouver une enfant de 3 ans et demi qui a été enlevée à Arles en pleine rue. Le père de la petite fille a été agressé, le véhicule des ravisseurs a été repéré par un radar. Un hélicoptère s'est lancé à sa poursuite. Nous ferons le point dans un instant. La polémique enflée et la pression politique étaient devenues finalement trop fortes. Les dirigeants de la Société Générale renoncent pour le moment à lever leur stock option. Explication dans ce journal. Nous reviendrons sur cette incroyable erreur judiciaire en Grande-Bretagne. Un homme vient d'être innocenté d'un meurtre grâce à de nouvelles analyses ADN. Le problème, il avait déjà passé 27 ans en prison. Les questions du vendredi et le cannabis qui se banalise de plus en plus chez les jeunes en France. À 17 ans, ils sont 1 sur 2 à reconnaître avoir déjà fumé un joint. Reportage et l'analyse d'un spécialiste des addictions. Et puis le week-end du SIDAction 2009 est lancé, un numéro, le 110. Les bénévoles attendent vos dons. Ce soir, nous irons en Afrique, qui reste de loin le premier foyer d'infection. La chanteuse Madonna a produit un documentaire sur les orphelins de la maladie au Malawi. Vous entendrez son témoignage. Bonsoir et merci d'être avec nous. On commence donc ce journal par cette alerte enlèvement qui a été déclenchée à Arles à 12 h 30 exactement aujourd'hui. Une petite fille de 3 ans et demi a été enlevée par 2 hommes dans la rue. Son père qui l'accompagnait a été roué de coups. Les premiers éléments de l'enquête mettent en évidence une affaire de divorce conflictuel. On va retrouver dans un instant notre envoyé spécial sur place car les recherches se poursuivent. Mais avant cela, un premier point avec Stéphane Despinois et Françoise Mazou. L'enlèvement s'est produit ici, dans le quartier arlésien de Griffeuil. Vers midi, Élise est à vélo avec son papa, juché sur le porte-bagages. À leur passage, 2 hommes en tenue de combat bondissent sur le père, le ruent de coups violents, utilisant même une matraque électrique. Profitant de la confusion, une femme s'empare alors de la fillette et l'emmène dans une voiture. Bon, c'était à midi. On a entendu crier au secours, police. Et puis le type criait vraiment fort. Mon mari, quand il est sorti, il a croisé la voiture. Qui est des kidnappeurs qui partaient. Et voilà. Cette voiture, vous l'aviez déjà repérée dans le quartier? Et on l'avait déjà repérée dans le quartier. La petite, elle criait? Non, pas du tout. C'est pour ça qu'on a pensé que ça pouvait être une affaire de famille. L'alerte enlèvement est alors déclenchée et la piste du différend familial est sérieusement étudiée. La maman d'Élise est russe, le père français. Ils sont en instance de divorce. Le père, grièvement blessé dans la bagarre, avait la garde de l'enfant. Et Élise a déjà été enlevée et emmenée par sa mère à Moscou en 2007. Le père n'a pu clairement dire s'il avait reconnu son ex-femme. Ce qu'il nous dit, c'est que la femme qu'il a vue lui semble porter une perruque. Pour l'instant, dans le domaine des précisions, on en est un petit peu là, mais on peut aussi comprendre que compte tenu du choc qu'il a eu, il a également pris des coups de matraque électrique, dit-il. Compte tenu des coups qu'il a eus, on peut comprendre aussi que quelques éléments de son témoignage soient encore un petit peu vagues. Durant la journée, la voiture des ravisseurs est signalée à plusieurs reprises entre Arles et Montpellier. Malgré les vastes moyens engagés, Élise est toujours entre leurs mains. Et on retrouve sur place Stéphane Despinois. Bonsoir Stéphane, c'est la 8e fois que ce système de l'alerte enlèvement est mis en place en France. Un système qui a déjà fait ses preuves. Oui, les 7 précédentes alertes enlèvement ont été couronnées de succès. On a retrouvé les enfants, donc le procureur est pour l'instant relativement optimiste. Il faut savoir que dès le déclenchement de l'alerte enlèvement, il s'agit d'un véritable plan épervier qui se met en place. Et avec cette histoire de couple franco-russe, les contrôles ont même été jusqu'aux aéroports, c'est-à-dire l'aéroport de Nîmes a été contrôlé. Alors aujourd'hui en effet, il y a eu un autre paramètre qui est rentré en ligne de compte, ce sont les radars automatiques. Pourquoi ? Parce que le véhicule a été flashé vers midi et demi à proximité de Saint-Onès, c'est entre Nîmes et Montpellier, ce qui a permis de retrouver la trace du véhicule et d'affiner les recherches. Alors, à l'heure qu'il est, on peut vous dire que les recherches sont toujours concentrées dans le secteur de Vauvert-Saint-Gilles, c'est dans le Gard, entre Nîmes et Montpellier. Et la gendarmerie a envoyé un hélicoptère qui peut travailler de nuit avec un phare puissant et également une caméra infrarouge. Voilà ce qu'on peut dire. En tout cas, la petite Élise court toujours. Merci Stéphane et on vous retrouvera bien sûr dans ce journal si vous disposez d'informations supplémentaires. Dans l'actualité de ce vendredi également, cette étonnante affaire à Lyon. Un jeune homme de 17 ans a semé un début de panique. Il a voulu tester sa nouvelle carabine à plomb en tirant au hasard sur des passants. 11 personnes ont été touchées. Reportage Denis Sébastien et Philippe Évêque. Il était 11 h 15 dans ce quartier résidentiel du 3e arrondissement de Lyon. En l'espace d'un quart d'heure,
11 personnes sur cette petite place sont touchées par des tirs. Parmi elles, cet homme qui n'a pas tout de suite compris qu'il était visé par une carabine à plomb. Ma première impression, en fait, c'était quelqu'un qui tirait par la fenêtre avec un lance-pierre ou quelque chose comme ça. Ça m'a vraiment fouetté dans le dos et puis voilà, quoi. Les personnes visées sont de simples passants. 3 sont légèrement blessés, des hématomes aux bras ou aux jambes. Rapidement, d'importants moyens sont mobilisés. Les faits se sont déroulés à proximité d'une école, juste avant la sortie de la mi-journée. Ça fait peur, même si on se dit qu'il y a des gens qui s'en foutent partout, ça fait peur parce que ça aurait pu être des enfants de la même manière que des adultes, quoi. En fin d'après-midi, un lycéen de 17 ans est interpellé dans son immeuble. D'après les premiers éléments de l'enquête, il essayait sa nouvelle carabine à plomb avec 3 copains. La dernière personne objet des tirs était un policier appelé sur les lieux. C'est un acte totalement irraisonné. Il ne semble pas qu'on ait voulu porter atteinte à la vie de ces gens, mais c'est quand même excessivement grave, car n'oublions pas que lorsque le fonctionnaire de la BAC est arrivé, il avait son brassard police, et donc on a tiré sur un fonctionnaire de police, déjà qu'on avait tiré sur des gens qui se trouvaient dans les lieux. Un peu plus tard, 3 complices ont à leur tour été arrêtés. Les auteurs présumés ont tous été placés en garde à vue et devraient être mis en examen pour violence avec arme. Au lendemain de l'importante mobilisation sociale, les syndicats ont décidé aujourd'hui de maintenir la pression sur le gouvernement, mais de ne pas fixer une nouvelle date de manifestation. De son côté, en marge du sommet européen qui se tenait à Bruxelles, le président de la République est revenu lors de son point presse sur cette mobilisation des salariés. On l'écoute. La grève, chacun a pu la voir. Les manifestations, chacun a pu les constater. Elles sont importantes, il faut en tenir compte. Mais le pays n'a pas été paralysé. Ça n'a pas nui à la revendication, mais ça a protégé notre économie qui n'a pas besoin en plus d'être paralysée. La France est regardée de tous les pays du monde. Et ce n'est pas si souvent qu'on voyait la France face à des mouvements sociaux, ça existait. Mais avec des bus qui fonctionnent, des métros qui fonctionnent, des trains qui fonctionnent, des avions qui fonctionnent, des services publics qui fonctionnent. Que les fonctionnaires en soient remerciés. Vous venez de l'entendre, le chef de l'État a souligné que le pays n'a donc pas été paralysé. Il a d'ailleurs remercié les fonctionnaires pour le service minimum assuré. Alors s'agissait-il d'un choix de la part des syndicats afin d'entretenir le caractère populaire de ce mouvement? Décryptage de tout cela avec Julien Dupéret et Christophe Quinck. Hier, des syndicats unis en tête du cortège à Paris, un succès. Mais alors, quelle est la stratégie des syndicats? Pour eux, le soutien populaire leur donne du temps pour agir de manière réfléchie. On a la volonté de durer. On se dit qu'on est dans une bataille de longue haleine parce qu'on a des objectifs d'ampleur. Mobiliser longtemps et le plus largement possible. Mais avec quel mode d'action? Les trains fonctionnent à l'heure habituelle, normalement, donc pas de problème. Moins de perturbations dans les transports, service minimum dans les écoles, plus de manifestants. Lyon, Strasbourg. Le politologue Dominique Régnier analyse ces images. Des défilés souvent imposants. Là, on a un basculement, il n'y a pas de blocage. D'ailleurs, on ne sent pas la grève dans les villes qui sont en général les plus touchées. Mais en revanche, il y a un engagement manifestant qui est beaucoup plus important qu'autrefois. De 1 200 000 personnes à 3 millions selon les sources. La rue fait le plein, mais avec quel type de manifestants? Pour quelle manifestation? C'est la première fois que je viens dans la rue. De nouveaux participants. À 1 000 € par mois. Je ne sais pas si vous vous rendez compte de ce que l'on est en train de faire à notre région. Des mobilisations dans de petites villes et une frontière publique-privée qui s'estompe. Il y a la recherche d'une fusion entre public et privé et qui se manifeste par le fait, qui se montre par le fait que le public n'a pas bloqué ou moins bloqué par la grève et que le privé est venu un peu plus nombreux dans les manifestations. Une fusion qui pour l'heure a fait la force du mouvement. Reste une question, les syndicats sauront-ils l'entretenir dans les semaines à venir? Alors, détermination des syndicats, appel à continuer la protestation et la pression au Parti socialiste. L'invité des 3 questions A ce soir, c'est l'ancien Premier ministre Alain Juppé, qui est longtemps resté silencieux. Bonsoir, merci d'être avec nous. Vous avez, vous aussi, dû affronter la contestation dans la rue. On a entendu le Président de la République et le Premier ministre face à cette forte mobilisation. Pas d'enveloppe, pas de relance supplémentaire. Êtes-vous exactement sur la même ligne que l'exécutif ce soir ? Je n'ai pas de leçons à donner ni de conseils à prodiguer au gouvernement. J'ai simplement une expérience, vous l'avez
rappelé. Et j'ai bien écouté ce qu'a dit le président de la République. Il vient de dire, lorsqu'il y a plusieurs centaines de milliers de personnes dans la rue, il faut en tenir compte. Donc je suis convaincu qu'à un moment ou un autre, il faudra se remettre autour de la table pour tirer les conséquences de ce qui se passe. Le gouvernement a lancé un plan, on va voir les effets de ce plan, et le Premier ministre l'a aussi indiqué hier, peut-être faudra-t-il le revoir et accentuer les efforts qui sont faits pour relancer la machine. Est-ce que finalement, eux aussi, selon une expression que vous connaissez bien, ils sont droits dans leurs bottes? Je vois que jamais on oubliera cette expression qui a été dans ma bouche, c'est vrai, mais que je ne regrette pas vraiment, parce que vous savez, il y a des circonstances où il faut savoir tenir bon, où il faut savoir faire preuve de courage aussi, et surtout de bon sens. C'est pas exactement ce qui est le plus répandu. J'ai écouté tout à l'heure dans vos titres le sujet sur la Société Générale, et c'est vrai que ça n'est pas vraiment faire preuve de bon sens que le jour même de la grève annoncer des distributions importantes de stock options à des dirigeants d'entreprises qui ont eu des difficultés. Alors, dans votre livre qui vient de sortir, vous jugez plutôt bien l'équipe en place, mais en même temps, vous dites que l'obsession de la rupture du président de la République vous donne, on va dire, de l'urticaire. Ça veut dire quoi exactement? Ça veut dire que c'était pas si mal avant? Non, je ne vais pas dire ça, naturellement, il faut avancer avec son temps, mais ce que je dis simplement, c'est qu'on ne peut pas faire table rase du passé. Les peuples ont une histoire, ont une culture, il faut tenir compte aussi de l'état d'esprit ambiant. Regardez ce qui s'est passé pour les enseignants-chercheurs, en remettant le décret sur la table, en rediscutant avec les partenaires, on est arrivé finalement à trouver une solution, il faudra sans doute faire la même chose pour la formation des maîtres. Donc la discussion, le bon sens, le dialogue sont les seules façons de sortir de la crise. Et puis aussi, si vous me le permettez, ça paraîtra peut-être décalé par rapport à la situation actuelle, un peu d'optimisme, parce que la crise finira. On commence même à nous dire que certains signes de reprise se manifestent. Je pense évidemment à tous ceux qui sont menacés dans leur emploi aujourd'hui, mais il faut regarder un peu plus loin. Je crois qu'il faut réamorcer la pompe de la confiance en laquelle il n'y aura pas de retour de la croissance. Alain Juppé, finalement, vous avez entendu le message du président de la République. Il souhaite plus d'optimistes. Après un exil au Canada, vous êtes revenu à Bordeaux. Est-ce que si Nicolas Sarkozy faisait appel à vous, au gouvernement, vous diriez oui? Je ne fais pas acte de candidature, j'ai écrit un livre parce que j'avais sur le cœur un certain nombre de choses un peu douloureuses sur ma vie politique. Je parle aussi de ma vie personnelle, vous savez, dans tout écrivain il y a toujours quelqu'un qui a envie de partager. C'est le thème de ce livre, je ne mangerai plus de cerises en hiver. Et puis c'est aussi un témoignage sur ce qui nous attend. Vous voyez, hier soir j'ai assisté à l'avant-première du film que Yann Arthus Bertrand va diffuser dans quelques semaines ou dans quelques mois. Ça s'appelle Home. Et je crois que on prend conscience en voyant ces images absolument superbes de l'urgence qu'il y a à changer notre mode de croissance si nous voulons éviter la catastrophe sur la planète. Voilà. Ça aussi, ça doit être présent, même si la crise balaye un peu ses soucis. L'écologie, Alain Juppé qui a désormais envie de partager. Merci beaucoup et à très bientôt. Une confirmation, le prix du gaz baissera bien dès le 1er avril prochain. Une baisse qui va au-delà des 10% évoqués la semaine dernière. Elle sera précisément de 11,3%. Annonce faite aujourd'hui par Jean-Louis Borloo et Christine Lagarde. Autre information économique du jour, elle concerne le groupe Renault avec à la clé 400 emplois temporaires pour son usine de Flins. Le groupe a choisi de reprendre partiellement la production de la Clio initialement fabriquée en Slovénie. Bruxelles s'est tout d'abord inquiétée, craignant une forme de protectionnisme. Alors est-ce le cas? Eh bien pas si sûr. Explication, Luc Bazizin et Hervé Pozzo. Le soleil brillait un peu plus fort aujourd'hui sur l'usine de Flins. Et pour cause, la Clio 2 va faire son grand retour sur les lignes de production françaises. Et pour les salariés, il s'agit plutôt d'une bonne nouvelle. Pour nous, c'est bien, parce que jusqu'au mois d'octobre, on est sûr d'avoir du travail bien, à mon avis, tout le temps, sans chômage. Alors donc c'est déjà bien pour nous. Et je pense qu'il y a à peu près 8000 véhicules à faire. Donc c'est une bonne nouvelle, parce que pour l'instant, on va pouvoir travailler. Depuis la crise, ils ont vidé l'usine, ils ont envoyé des gens travailler un peu partout, dans les autres sites. Et là, ce qu'ils vont faire, ils vont les rappeler, point barre, c'est tout. La Clio 2 a été remplacée par la Clio 3, mais elle continue quand même d'être produite et vendue, tout simplement parce qu'elle coûte moins cher et qu'elle reste donc attractive en cette période de crise. Une aubaine pour l'usine de Flins qui connaît bien ce modèle. L'année dernière, nous avions déjà fait la Clio Campus à Flins et donc on a déjà industrialisé ce modèle ici. Donc il nous est a priori facile de redémarrer rapidement la production de Clio 2 en créant effectivement ces emplois. En fait, le principal site de production de la Clio 2 est actuellement situé ici en Slovénie, dans l'usine de Novo Mesto. Et sur les mêmes chaînes de montage est également fabriquée la Twingo, une voiture qui se vend particulièrement bien en ce moment, dopée par les primes à la casse en Europe.
La Twingo est d'ailleurs la deuxième voiture la plus vendue en France en février. Résultat, l'usine slovène va fabriquer plus de Twingo et la Clio 2 va laisser sa place et retourner ainsi sur les lignes françaises. Renault confirme la création de 400 emplois à Flins pour la période de juin à octobre. Certains chômeurs d'autres sites comme Sandouville ou Cléon se verront proposer en priorité ces nouveaux emplois. Cette polémique maintenant qui prenait de l'ampleur autour des stocks options que se sont attribués 4 dirigeants de la Société Générale. Après le Premier ministre hier, c'est le Président de la République aujourd'hui qui jugeait inadmissibles ces pratiques, et notamment dans des entreprises actuellement soutenues par les aides publiques. Eh bien, la Société Générale a finalement fait marche arrière. Les dirigeants renoncent à exercer leurs stocks options pour le moment. Fabien Chadeau, Régis Maté. Ils avaient déjà abandonné leur bonus à la demande de l'Elysée. Aujourd'hui, les patrons de la Société Générale doivent renoncer pour le moment à leur stock option. Ils ont reçu 5 sur 5 le message présidentiel. Quand il y a un plan social ou quand il y a des aides publiques, les bonus, les plans de stock option, les rémunérations exceptionnelles ne sont pas admissibles. Quand on est mandataire social, ça serait un scandale. Le PDG de la banque, Frédéric Oudéa, s'était vu attribuer le droit d'acheter 150 000 actions au prix de 24 €. Au cours actuel de 28 €, il aurait pu empocher une plus-value de plus de 646 000 € en cas de vente. Devant le tollé suscité par cette décision, la Société Générale rectifie le tir en précisant dans un communiqué que les mandataires sociaux du groupe s'engagent à renoncer à lever ces stocks options, en tout cas tant que la banque bénéficie d'un appui de l'État. En pleine crise financière, ce plan de stock option fait également réagir les petits actionnaires. Les actionnaires ont perdu depuis 13 mois 70% de la valeur de leurs titres, et puis qu'au sein de la Société Générale, on demande aux salariés de faire un effort. Donc c'est vraiment un contexte très mal choisi d'annoncer ça maintenant. La question se posera à nouveau dans 3 ans, car le plan de stock option n'a pas été annulé, il est juste gelé. Eh bien, aux États-Unis aussi, la polémique gronde concernant cette fois les primes versées à des cadres par l'assureur AIG, assureur pourtant en difficulté, puis nationalisé et toujours sous surveillance avec les mises en place d'un plan de sauvetage. Bonsoir Alain de Chalvron, vous êtes à Washington. Alors, l'actualité sur les primes, les bonus résonne également de l'autre côté de l'Atlantique et le Congrès a trouvé la solution en imposant, je crois, ces primes à 90%. Oui, c'est ça. Il faut dire qu'ici, la pression est énorme, je crois beaucoup plus importante même qu'en France. Il y a des manifestations dans les rues contre ces dirigeants d'AIG. Alors oui, le Congrès devait trouver un moyen d'accompagner ce mouvement de colère. Et la Chambre des représentants a trouvé une solution fiscale, vous l'avez dit. Donc toutes les primes versées dans des entreprises qui ont touché de l'argent public seront taxées à hauteur de 90%. Autrement dit, on va les vider en quelque sorte de leur substance. Pas bête. Alain, un petit mot, j'en profite, sur une autre affaire qui fait la une de l'actualité aux États-Unis aujourd'hui. C'est une gaffe faite par Barack Obama, c'est cela, lors d'un show télévisé? Oui, alors il a participé hier à une émission comique très populaire et le présentateur lui a demandé où il en était de ses prouesses au bowling. On sait que c'est pas son fort le bowling, mais voilà, maintenant il a une piste de bowling à la Maison Blanche, donc il peut s'entraîner. On lui pose donc la question et il lui répond la dernière fois que j'ai joué, j'ai fait un 129, ce qui est médiocre. Et il a ajouté, je cite, c'était comme aux Jeux paralympiques. Misère, la gaffe. Les associations d'handicapés hurlent immédiatement. Les Jeux paralympiques s'estiment méprisés. Alors, tollé, excuses, etc. La leçon de tout ça, eh bien, c'est sans doute que Barack Obama, l'humour, c'est pas son fort. De ce point de vue-là, George Bush était meilleur. La gaffe de Barack Obama. Merci Alain de Chalvron. 20h16 à suivre dans votre journal. Comment répondre à la banalisation du cannabis chez les jeunes en France? Reportage dans un instant et les réponses d'un spécialiste. Le sport et le tirage au sort de la Coupe d'Europe de l'UEFA pour le PSG et Marseille. Et puis du rugby demain, Italie-France. Défaite interdite pour les hommes de Marc Lièvremont. Et puis la campagne du SIDAction 2009 est lancée. Ce soir, un témoignage, celui de Madonna qui se mobilise contre la maladie en Afrique. Mais avant cela, cette incroyable erreur judiciaire en Grande-Bretagne. Un homme qui a déjà passé 27 ans en prison vient finalement d'être innocenté, et cela grâce à des tests ADN. Alors comment a-t-on pu en arriver là? On voit tout cela à Londres avec Maryse Burgot. Une frêle silhouette et un regard perdu. Cet homme vient d'apprendre qu'il est libre, après 27 ans de prison pour un meurtre qu'il n'a pas commis.
Son frère lui tient la main et lui donne une légère tape sur l'épaule pour l'encourager à saluer une presse stupéfaite. Je suis extatique. Ce sont les seuls mots que réussit à prononcer cet innocent, injustement condamné. Son frère s'exprime en son nom. Je fais ce rêve depuis 27 ans. Cela fait vraiment trop longtemps. Et finalement, ce rêve est exaucé. Sean Oxon a 27 ans lorsqu'il est condamné à la prison à vie pour le meurtre d'une serveuse de bar, retrouvée étranglée et violée dans sa voiture. À l'époque, les échantillons de sperme prélevés sur la scène de crime sont comparables, compatibles avec le groupe sanguin de l'accusé. Mais récemment, ses avocats demandent le réexamen de ces traces. Les ADN se révèlent non comparables. Depuis ce meurtre, qui fit à l'époque la une des journaux, la police scientifique a évidemment beaucoup progressé. Ce fut la planche de salut de cet homme de 57 ans. Il doit maintenant apprivoiser sa liberté. Les premiers tests ADN dans les affaires criminelles ont été introduits au Royaume-Uni en 1986. Les autorités judiciaires britanniques demandent donc que tous les dossiers de meurtres similaires traités avant cette année-là soient réexaminés. Une affaire incroyable. Les questions du vendredi concernent le cannabis aujourd'hui. Un chiffre d'abord, un jeune sur deux âgé de 17 ans reconnaît avoir déjà fumé un joint, et cela quelle que soit son origine sociale. Une banalisation que l'on comprend encore mieux lorsque l'on observe la facilité d'accès aux produits. On peut en trouver très vite dans la rue ou même à proximité des lycées. Exemple à Paris avec Arnaud Comte et Christophe Quinck. Nous sommes en plein cœur de Paris. Forum des Halles, 11 h du matin, un jour de semaine. Ici, sans rien demander, en moins de 5 minutes, un homme nous accoste et nous propose du cannabis. Qu'est-ce qu'il y a? Qu'est-ce que tu vends? Du shit. Mais du quoi? Ça vient d'où? C'est du shit, du pur ou du mélangé? Ouais, du pur. Ouais. Venez avec moi, venez. 5 minutes plus tard, il revient avec 2 barrettes de cannabis. Asseyez-vous sur ça, là, j'arrive. Ouais, t'arrives? Ouais, j'arrive. Vas-y. Tiens, tu veux goûter? L'autre bout, il est dans ma main. C'est donne tout ça pour 40. 40 euros, ouais, c'est hyper cher. Ouais, c'est ça, il m'a dit de lui ramener son argent, mon gars. Nous refusons la transaction. Les scènes comme celle-ci sont courantes, car la consommation de cannabis s'est banalisée, chez les plus jeunes notamment. En France, à 17 ans, un adolescent sur 2 a déjà fumé un joint. Et à en croire ces lycéens, il est très facile de s'approvisionner. Il y en a partout. Un coup de téléphone et c'est bon, et on a ce qu'on veut dans 10 minutes. Ah il y en a partout. Maintenant, c'est vrai que c'est simple. Maintenant, il faut savoir que ça se vend aussi devant les lycées, devant les écoles, etc. C'est devenu vraiment une banalité. C'est flagrant de voir quelqu'un fumer, acheter et en consommer devant tout le monde. Souvent le matin, quand on sait qu'on a une journée dure, sur le chemin, on prend un petit joint. Devant ce prestigieux lycée du 16e arrondissement, même constat. Le cannabis n'est pas tabou. Et certains avouent y consacrer un budget important. Ça dépend de ce qu'on a besoin. Si c'est une grosse soirée, on peut aller à 200, 300. Si c'est juste pour la journée, c'est 40, ouais. Chaque année, environ 100 000 personnes sont interpellées en flagrant délit pour usage de cannabis. Mais rares sont les sanctions pénales. Avec nous, Philippe Battel, bonsoir. Vous êtes addictologue à l'hôpital Beaujon à Clichy. Tout d'abord, est-ce que je me trompe si je vous dis qu'on a l'impression qu'aujourd'hui, pour un adolescent, fumer un joint, c'est comme fumer une cigarette il y a quelques années? Alors, heureusement, la consommation de cannabis est moins fréquente que la consommation de tabac chez les adolescents, mais rappelons qu'il y a quand même aujourd'hui 12 millions d'expérimentateurs de ce produit, il y a 4 millions d'usagers, et que la fréquence va faire une banalisation de ce produit, et en tout cas de l'idée qu'on se fait de sa dangerosité. C'est-à-dire qu'il y a 20 ans, on avait un discours sur le tabac qui commençait à être un peu inquiétant chez les jeunes, alors que pour le cannabis aujourd'hui, on a du mal à mobiliser l'inquiétude les adolescents sur leur propre consommation de cannabis. Philippe Battel, la tranche d'âge la plus concernée, c'est les 15-25 ans? Alors, le cannabis, c'est un produit qu'on expérimente à partir de l'âge de 13 ans, et entre 15 et 25 ans, il y a une consommation croissante et qui diminue de manière très franche au moment où les adultes rentrent dans la vie active. Pourquoi? Parce que c'est un produit qui est relativement peu compatible avec l'apprentissage, entre autres. Juste un rappel rapide, quels sont les dommages occasionnés par cette consommation?
Alors, il y a des dommages immédiats qui sont liés à l'état d'euphorie et la diminution de la perception des risques. Et on a aujourd'hui des données très claires qui nous montrent que ça augmente l'accidentalité, certes de manière moins importante que l'alcool, mais qui est tout à fait claire. Et puis, il y a des dommages qui sont liés à la modification du comportement et en particulier à l'exacerbation de symptômes psychiatriques tout à fait banaux comme l'anxiété ou la dépression. Et puis, c'est un produit hallucinogène et qui peut déclencher des maladies psychiatriques chez des sujets qui sont particulièrement vulnérables. À long terme, il y a des dommages qui sont liés à l'usage du tabac, associés notamment de cancer, de l'usage de ce produit à long terme. Une dernière question, juste un conseil pour les parents qui nous écoutent, qui vous écoutent, ils sont parfois perdus. Qu'est-ce qu'ils doivent faire? C'est parfois un dialogue de sourds avec les adolescents. Et à partir de quand on doit finalement consulter? Très bien. Ils sont souvent perdus, ces parents, et je crois qu'il faut maintenir le contact, d'autant que c'est un produit qui isole beaucoup l'adolescent, et il faut maintenir le dialogue. Il y a des brochures de l'INPES qui sont diffusées et qu'on peut se procurer en appelant par exemple le 113. Il faut appeler aussi le 110 pour le SIDAction, mais le 113 est une disposition nationale qui permet de savoir où se trouvent en particulier des consultations de jeunes cannabis. Et très souvent, on peut débloquer des situations difficiles avec une première consultation. Merci Philippe Battel. On retiendra donc le 113 et on va parler maintenant du 110. Le week-end du SIDAction 2009 est lancé. Il est destiné, vous le savez, à récolter des fonds pour lutter contre le sida. Toutes les chaînes se mobilisent et bien sûr celle du groupe France Télévisions. Comme chaque année, vous pouvez donc composer le 110. En France, 30 000 personnes souffraient du sida en 2007. Dans le monde, ils sont 33 millions. Et c'est sur le continent africain que l'on retrouve près de 70% d'entre eux. Regardez, parmi les pays touchés, le Malawi, et un documentaire revient justement sur la situation de ce pays qui compte des milliers d'orphelins du sida. Un documentaire produit par Madonna. Pascal Deschamps l'a rencontrée à New York. Elle revient sur cette situation. Tout le monde connaît David, l'enfant que Madonna a ramené du Malawi et dont l'adoption avait fait couler beaucoup d'encre. Mais qui connaît les liens que depuis 3 ans, la star a tissés avec ce pays d'Afrique? Je pense que les gens doivent connaître les circonstances dans lesquelles j'ai adopté David. Apparemment, les gens n'étaient pas bien informés. People always ask me why I chose Malawi, and I tell them I didn't. It chose me. Entre le Malawi et l'icône sulfureuse de la pop, il a suffi d'un coup de téléphone, celui d'une responsable d'ONG qui réussit à joindre Madonna pour lui parler des orphelins du sida. Je me suis dit, j'ai eu toutes ces années de succès et de chance, et maintenant je voudrais m'investir dans un projet qui changera les choses. Le coup de fil de cette femme a répondu à cette attente. Il est arrivé au bon moment. Lorsque Madonna débarque au Malawi, elle y découvre une situation catastrophique. 1 million d'orphelins dont les parents sont morts du sida, des enfants souvent eux-mêmes atteints. Elle crée une fondation et rapporte du pays plus de 300 heures de rush pour sensibiliser le reste du monde au problème. More and more people are dying. There's going to be no mothers, no fathers. Because we're so much further into the epidemic. What's happening? Why is everybody silent about this? Making sure La priorité, c'est de faire en sorte que les Africains aient enfin accès au traitement contre le sida. Je veux dire, il y a tant de manières d'agir. Mon espoir, c'est que les gens, après avoir vu le film, aillent voir notre site internet et choisissent l'une des actions que nous proposons. Je suis parce que nous sommes, le titre choisi par Madonna vient d'une philosophie africaine ancestrale. L'idée que le destin de tous les hommes est lié et l'espoir que malgré la crise, les Occidentaux que nous sommes se sentent concernés par le sort des enfants du Malawi. Le sport et le football. Le Paris Saint-Germain s'est qualifié hier soir pour les quarts de finale de la Coupe d'Europe de l'UEFA en s'imposant 1-0 à Braga au Portugal, but de son avant-centre O'Haro. Paris connaît son adversaire depuis la mi-journée. Ils affronteront le Dynamo de Kiev. L'OM de son côté sera opposé au Shakhtar Donetsk, deux clubs donc ukrainiens pour les clubs français.
Et puis, tirage de la Ligue des Champions également aujourd'hui. Il n'y a plus de club français dans la compétition, mais il y aura de belles affiches, par exemple Barcelone, Bayern de Munich ou encore Liverpool face à Chelsea. Le rugby, le 15 de France, arrivera-t-il à s'imposer en Italie? Le doute est possible après sa prestation la semaine dernière en Angleterre. Sur place à Rome, Christophe Duchiron et Frédéric Pazzi pour tout cela. À Rome cet après-midi, à la fontaine de Trévi, nulle trace des joueurs du 15 de France. Et si Chabal s'était déguisé en touriste japonaise, on l'aurait reconnu sans peine. Ici, par tradition, on lance une pièce dans l'eau, en ayant fait un vœu au préalable. Les lanceurs sont dos à la fontaine et les Bleus sont dos au mur, après leur désastreuse prestation face à l'Angleterre. Alors faisons un vœu d'explication. Eh ben, j'en sais rien. Non, je sais pas pourquoi on n'arrive pas à avoir de régularité. Je pense pas que ça soit un problème de suffisance ou de... je sais pas. La France est parfois un pays singulier et son équipe de rugby pareil. Parfois les sélectionneurs changent une équipe qui gagne et d'autres fois ils ne changent pas une équipe qui perd. On croit comprendre qu'il s'agit d'une affaire psychologique. Après l'humiliation, la réaction, après la promenade des Anglais, peut-être le chemin de croix des Italiens. Même si la gifle est d'importance, on continue à avoir confiance en eux. On avait construit cette équipe pour les gagner à Twickenham, on a vu que ça a été loin d'être le cas. Donc on espère qu'ils vont réagir collectivement contre l'Italie. Ces derniers jours, les Bleus ont bien réagi. D'abord à la température de l'eau du bain, ensuite à la main des masseurs. Encore faudra-t-il réagir contre l'Italie, sachant que les Italiens sont remontés comme des latins. Ouais, ils ont raison. Ils ont raison, on est bon à prendre en ce moment parce que mentalement on est peut-être un peu plus fragile après le week-end dernier. Après 2 heures d'avion, les Bleus ont atterri en Italie ce midi. Après, ils ont pris l'autobus en direction de l'hôtel. Comme quoi, toutes les déroutes mènent à Rome. Match à suivre bien sûr demain sur France 2. Les obsèques d'Alain Bachung ont eu lieu aujourd'hui en l'église de Saint-Germain-des-Prés à Paris. Une foule d'anonymes était venue rendre hommage au chanteur, mais également de nombreuses personnalités, parmi elles Jean-Louis Aubert, Françoise Hardy ou encore Jane Birkin et Catherine Deneuve. Reportage Christophe Hérault et Sylvain Gauthier. Ce matin, un millier d'admirateurs assistaient à l'extérieur de l'église de Saint-Germain-des-Prés aux obsèques d'Alain Bachung. À l'intérieur, Chloé Mons, sa compagne, lui rend hommage. Tu m'as appris à ne se souvenir que de 2 choses, l'amour et la création. Quand la cérémonie s'achève sur le parvis, c'est comme une dernière sortie de scène. Ses amis, des chanteurs, des musiciens, des artistes sont là. Mathieu Chédid, Alain Souchon et Jane Birkin, Catherine Deneuve, Laurent Voulzy et Françoise Hardy entre autres. Paroles de ses compagnons de route et de musique. La sobriété, l'élégance, la gentillesse, la bienveillance et la rareté. Ça va être super. Il faut qu'il fasse le beau voyage. Ouais. Il se débrouille avec la délicatesse qu'il a de revenir. C'est au cimetière du Père-Lachaise, dans le Carré proche de Jim Morrison et d'Edith Piaf, qu'Alain Bachung a regagné sa dernière résidence. On revient maintenant sur l'information de la soirée. C'est cette alerte enlèvement déclenchée qui est toujours en cours dans la région de Arles. Ce soir, un enfant de 3 ans et demi a donc été enlevé à la mi-journée en pleine rue. Son père a été agressé par 2 hommes et apparemment il s'agirait d'un conflit entre les 2 parents qui se disputent la garde de leur fille, la mère vivant en Russie. On va retrouver tout de suite Stéphane Dépinois. Stéphane, a-t-on des nouvelles du véhicule qui avait été repéré dans l'après-midi ? Bien écoutez, vous l'avez dit, l'alerte enlèvement a permis de recueillir les derniers témoignages qui donnaient le véhicule entre Saint-Gilles et Vauvert dans le Gard, donc entre Nîmes et Montpellier. Le problème est de savoir si les occupants sont toujours dans ce véhicule ou s'ils l'ont abandonné pour se réfugier dans une maison. Donc vous voyez encore des points d'interrogation. En tout cas, les moyens sont à l'œuvre actuellement et notamment un hélicoptère à visée nocturne. En tout cas, les ravisseurs de la petite Élise sont toujours dans la nature. Merci Stéphane. Voilà, c'est la fin de cette édition. Merci à vous de l'avoir suivi. Tout de suite, la météo. Nathalie Riouet, 20h35. Tous au théâtre présenté par Laurent Ruquier. Je vous retrouverai demain pour toute l'actualité à 13h et 50 minutes d'information avec votre magazine dès 13h15. Je vous souhaite une très belle soirée. L'info en continu, c'est aussi sur France2.fr.